versatile. Je me suis intéressé à des produits très puissants, produits orthomoléculaires, et aussi donc à ce qu'on appelle les thérapies quantiques, et en particulier là des appareils de biofeedback. Et je fais également de la conscience cellulaire ou des déblocages cellulaires, au niveau de la déprogrammation cellulaire, quand il y a des blocages trop importants. Mais donc les principes de ce type d'appareil, on appelle ça des appareils de biofeedback, qui en réalité... Qu'est-ce qu'ils captent ces appareils? Ils captent, si vous voulez, tout est inscrit, si vous voulez, sur votre corps. On va interroger votre corps quantique, un corps dans l'espace. Oui. Parce que vous avez une représentation dans l'espace. On va interroger et vous allez envoyer une réponse. Voilà. Cette réponse va être analysée par le système et ça va permettre de sortir des susceptibilités, des prédispositions. Parce qu'en physique quantique... Excusez-moi, je me mets à la place des gens qui vous écoutent. Quelle est la validité de cette lecture, de cette connexion, etc. La validité, c'est... Si vous voulez, aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on a une projection spatiale de notre... Alors, tout ça, effectivement, certaines personnes peuvent continuer à contester ça, mais il se trouve que, si vous voulez, au fur et à mesure même de l'avancée des sciences dites traditionnelles, on voit maintenant que via la physique quantique, il y a des choses qui s'expliquent de plus en plus. Bon, maintenant vous avez des éléments de vulgarisation dans des journaux comme Science et Vie qui commencent à parler de ce genre de choses. Donc on commence à se rapprocher, les deux, des sciences ouvertes et les sciences un peu plus fermées commencent à se rapprocher via la physique quantique. On a une empreinte spatiale. Voilà, c'est-à-dire, on est fait, si vous voulez, des mémoires qui sont dans l'espace et qui sont agglomérées dans un corps. Alors finalement, qu'est-ce qui joue sur quoi? Est-ce que c'est nous qui agissons sur l'espace ou l'espace qui agit sur nous? De toute façon, on est reliés, on est interreliés. Oui, enfin, je veux dire, c'est ça. Donc, si vous voulez, on est tous dans la même trame, on peut appeler ça une trame, on est tous interreliés et on agit tous les uns sur eux. Il y a une conscience collective qui agit également, avec laquelle on interagit et qui agit sur nous. Bon, mais là, par ce type de système, simplement pour revenir au système, on travaille, si vous voulez, sur des logiques quantiques. Qu'est-ce que ça veut dire quantique? Pour caractériser ça un peu précis, c'est, on va dire, probabiliste. Oui. L'univers tel qu'on a connu était mécaniste, avec toutes les lois de physique mécanique, de Newton, et on est passé progressivement à Einstein, et maintenant la relativité, donc on a pris la distance par rapport à la simple mécanique. On est passé au probable. Et maintenant, on est passé à une autre étape qui est, cette fois-ci, probabiliste. C'est-à-dire qu'en physique quantique, il y a la superposition des états. On peut être et ne pas être en même temps. Est-ce que ça signifie que la notion d'individu évolue? Est-ce qu'on est toujours des individus ou est-ce qu'on fait partie d'un ensemble de personnes qui ont le même profil? Non, bon, alors après tout ça, on a tous une individualité, on a tous une mission spéciale. Alors après, on a tous une mission particulière, mais on obéit à un schéma global d'ensemble. Les animaux ont une âme groupe, nous on a une âme individualisée, mais qui est quand même, on est quand même relié quelque part par rapport à une mission globale. Oui, c'est ça. Il y a une interaction entre les deux niveaux. Oui. D'accord. Mais alors, comment l'appareil vous permet-il d'accéder à certaines informations? C'est-à-dire qu'il va y être envoyé sur son corps quantique, dans cette hypothèse-là, une interrogation, et vous, votre corps, vos différents corps dans l'espace vont répondre. Ils vont dire oui, non. C'est un peu comme les gens qui disent, quand on tire le tarot, par exemple, on se met en connexion avec un état supérieur de la conscience ou un subconscient qui va répondre, qui va faire sortir... Enfin, ça, c'est un autre processus, et encore une fois, là, on est dans un processus, entre guillemets, j'allais dire presque mécanique, c'est-à-dire qu'on envoie une stimulation informationnelle, et on reçoit en retour une information, au même titre que, par exemple, si on vous pique, vous allez envoyer une réponse. Oui, un réflexe. Là, c'est pareil, c'est-à-dire on va vous envoyer une stimulation informationnelle. Si elle vous parle,
si elle vous parle, elle vous répond. Si elle ne vous parle pas, vous envoyez 0. En réalité, cet espace, il peut être aussi bien à côté de nous. Enfin, je veux dire, il n'est pas forcément éloigné. Voilà, c'est quelque chose qui est autour de nous, quelque voilà, part. partout. Voilà. Donc, voilà, ça c'est notre conception, je dirais. C'est notre conception, comment dirais-je, séparative, qui considère qu'effectivement que tout est différent, que tout est séparé, que tous les points sont séparés les uns des autres. Mais en réalité, tout est lié dans une trame. On ne peut pas dire voilà tel point est à tel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors finalement, c'est vrai que les gens qui sont dans l'astrologie, ils se disent, enfin moi je pense pas comme ça forcément, mais je veux dire, c'est aussi une forme de rapport entre les gens. L'astrologue il va aussi chercher quelque chose, alors il va essayer, il va prétendre chercher des informations. Non, mais c'est pas prétendre, il va chercher des informations, et lui il va chercher, si vous voulez, il va trouver, si vous voulez, on peut trouver des corrélations avec à peu près tout. Le système médical, il est corrélé, il est parfaitement corrélé. Oui. C'est-à-dire, il est parfaitement corrélé. Mais ça, quand vous avez une corrélation, ça ne veut pas dire forcément un lien de causalité. Non. Voilà, donc ça c'est le même principe. Ce qu'on peut dire, c'est que l'astrologie fonctionne. Oui, allez-y. Parce qu'on peut dire qu'effectivement, on est constitué, nous, à l'intérieur de nous, en résonance de métaux. Et les planètes, elles sont porteurs d'un métal particulier, avec lequel nous entrons plus ou moins en influence ou en résonance. Ouais. Donc, à travers ce système d'influence, on peut en déduire un certain nombre de choses. Donc, voilà comment on peut expliquer. Donc, ça pourrait constituer ça pourrait justifier quelque part l'astrologie, votre approche. On peut très bien, avec l'astrologie et avec les métaux, on peut trouver des corrélations avec des susceptibilités pathologiques, par exemple. Oui. Oui, d'ailleurs, il y avait des gens à Orsay qui avaient fait des travaux là-dessus. Exemple, vous avez Jupiter qui est lié au foie. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Donc, vous pouvez faire une corrélation avec certains organes ou certaines classes d'organes et des planètes. Oui. Donc, exemple, voilà. Pourquoi? Parce que tout est corrélé, tout est corrélé, tout est interrelié. Donc, alors, est-ce qu'il y a, Monsieur Weintraub, est-ce qu'il y a une quelconque cyclicité? Est-ce que le système est traversé par des flux, des cycles, je ne sais pas? Oui. Si vous voulez, toutes les traditions, la plupart reconnaissent effectivement le phénomène de cyclicité. Oui, alors justement, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un moment particulier d'un processus. Voilà. Après, si vous voulez, à un moment donné, on est dans un cycle et on change de cycle. Il y a un saut qui se fait à un moment donné. Un saut quantique. Ce qu'on appelle un saut quantique, tout à fait. Voilà, au même titre qu'il y a une information à un moment donné qui passe d'une couche d'électrons à une autre. Ça peut se faire plus ou moins brutalement. Actuellement, on peut dire qu'on est dans une phase de cette nature. Enfin, c'est ce qui est. Ce sont des phases qui sont assez longues? Qui peuvent être plus ou moins longues. Non, parce que là, on est dans une phase, on y est depuis un certain temps. Longue, qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez? Ça, c'est par rapport à notre référentiel temporel. Oui, d'accord. Maintenant, si vous prenez le référentiel de l'univers, c'est éphémère. Oui, bien sûr. Donc, tout ça, c'est relatif. Je veux dire, mais par contre, on regarde de ce que nous préconise, enfin de ce que nous on perçoit, ça peut être des temps qui peuvent être plus ou moins longs. Là, on est face actuellement, moi je le constate, on est face à au niveau de certains tests, on est face à une accélération du temps. Alors, si vous voulez, et puis il y a un surcroît d'énergie qui nous arrive. Récemment, il y a quelques jours, je réfléchissais sur ces questions, et curieusement ça fait écho, et je me disais que nous n'avons peut-être pas encore les instruments de mesure assez fins pour détecter certaines choses. C'est surtout que nos instruments de mesure sont liés à la forme. Donc ils sont liés à la forme et ils sont liés à la quantification. Oui. L'information par définition n'a pas de forme, elle n'a pas de quantité, c'est pas pondérable. Oui. Donc théoriquement, dans le système, dans notre référentiel actuel, ce n'est pas directement mesurable. Non, je veux dire par là que ce qui pourrait paraître, avec un certain instrument de mesure indistinct, pourrait apparaître en fin de compte avec un instrument de mesure plus pointu, comme plus complexe qu'on le croyait. Je m'explique. Par exemple, si on dit qu'il y a une synchronicité exacte entre deux facteurs,
qui sont opposés, par exemple. Quand on dit, par exemple, ça peut être une chose et son contraire, par exemple, on laisse entendre que c'est au même moment, que c'est la chose, que les contradictions existent. Et peut-être que si on avait des instruments de mesure plus fins, on s'apercevrait que c'est pas exactement au même moment. Oui, non, mais après, bon, tout ça, on n'a pas les preuves absolues de tout. On n'arrive pas à démontrer tout, puisqu'on n'a pas la capacité à intégrer l'ensemble de l'information. Non, mais que si on revient sur quoi vous avez fait allusion rapidement, mais qui m'intéresse particulièrement, sur cette notion de simultanéité de situations contradictoires. Est-ce que vous pouvez développer ça? C'est-à-dire qu'au même moment, un facteur peut être ici et là, ou dans une... Vous avez dit ça, je crois que vous avez dit ça. Vous ne voyez pas ce que vous voulez dire? Vous avez dit que... Parce que quand on pense à la... Moi, j'ai écouté l'autre jour, j'étais à un séminaire sur la physique quantique, on nous disait que justement... on pouvait être à la fois une chose et son contraire. Voilà, oui, c'est ce que je veux dire, c'est le principe de superposition des états. Superposition. Bon, alors justement, c'est donc ça. On pouvait à la fois être A et contraire de A, voilà. C'est-à-dire à un moment donné. Et pour résoudre cette problématique d'un point de vue humain, oui. Eh ben, on est obligé de passer par la probabilité, en disant voilà, on a une probabilité de temps d'être à un instant T dans tel état ou dans tel autre état. Donc ma question c'était, Monsieur Weintraub, ce constat de superposition, est-ce qu'il ne pourrait pas être remis en question si on avait des instruments de mesure plus fins? Oui, il pourrait, mais pour l'instant on ne les a pas. Donc, oui, parce que tout est relatif. Ça veut dire que, par exemple, en sport, tant qu'on n'avait pas de chronomètre extrêmement pointu, on ne pouvait pas distinguer l'arrivée de certaines performances sportives. Parce que ça se calculait, on ne pouvait pas calculer au centième de seconde, par exemple. Donc il y avait des choses qui nous échappaient. Maintenant, quelqu'un peut gagner une course ou un record pour quelques dixièmes de seconde. Oui, mais là, vous êtes encore dans la quantification des choses. Au-delà... Oui, mais si on a commencé à dire qu'il y avait une superposition, ça suppose une quantification. Ça suppose qu'à un moment donné, on constate que voilà, il se passe ceci et cela. Donc oui. on quantifie quand même quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné voir, on peut voir un état et son état contraire. Un instant T. Mais par exemple, on peut saisir la lumière dans sa version, ou l'analyser dans sa version corpusculaire, mais dans sa version, dans sa plénitude de lumière, on n'a pas les outils de mesure pour pouvoir mesurer ça. Mais on a quand même observé des choses. Oui, on a observé des facteurs. Donc l'observation implique. Observer, ça veut dire mesurer quelque part. On a mesuré par le collapse de Psi. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que quand il y a eu, si vous voulez, une chute informationnelle qui nous a mis dans une phase réductionnelle, via les particules, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à mesurer les choses. Parce que là, vous pouvez mesurer des particules, le nombre de particules qu'il peut y avoir dans tel espace. Mais la lumière dans sa globalité, vous ne pouvez pas la mesurer, elle dépasse le champ des mesures. Quand vous dépassez, si vous voulez, le mur de Planck, la métrique se perd. Donc on n'a plus d'outil de mesure. Mais historiquement, parce que j'aime bien qu'on fasse un peu l'histoire, vous devez connaître un petit peu l'histoire de la physique quantique, historiquement, depuis combien de temps a-t-on constaté ce phénomène de superposition? C'est à quel moment du XXe siècle? Bon, il y a eu comment il s'appelle, l'Autrichien sur le paradoxe du chat vivant et mort. Oui, de Schrödinger. Voilà, de Schrödinger, donc, qui a pointé effectivement cette contradiction. Et lui, il avait trouvé comment, lui, alors? Pour lui, effectivement, c'était le principe, c'est ce qui a permis effectivement d'établir le principe de superposition des états. C'est-à-dire que le chat est à la fois vivant et mort en même temps parce qu'il y a ce principe de superposition des états. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on est dans un principe de discontinuité. Oui. Mais on est aussi dans un principe qui est évolutif. Alors moi, je prends sur le plan thérapeutique, par exemple, on ne va pas parler, comme les médecins par exemple, d'un diagnostic. On va parler plutôt à un moment donné d'un état à un instant T, et on va chercher à installer les gens dans un processus de guérison. On ne parle jamais, d'un point de vue physique quantique, d'un état fixe. La fixité relève de la mécanique de Newton. Au niveau moléculaire, tout est en mouvement. D'accord. Donc c'est une physique du mouvement. Oui. Voilà. Ça renvoie à la cyclicité.
Oui, ça renvoie effectivement à la cyclicité, mais il y a un moment donné, un cycle, effectivement. Il revient. Alors justement, est-ce que parce que cyclicité, ça veut dire qu'au fond, même les changements sont récurrents. C'est-à-dire qu'on revient, on passe d'une phase A à une phase B et on revient à la phase A. Non, on ne revient pas avec la phase. Oui, donc c'est pas vraiment un cycle. On ne revient pas à la phase A parce qu'on revient à une phase avec un surcroît d'informations liées à l'expérience. Oui, la spirale, oui. Donc on ne revient Mais on pas revient à quelque chose qui ressemble à la phase A enrichie. Qui peut ressembler, mais qui est chargé d'une expérience et donc d'un surcroît informationnel. Mais on s'aperçoit quand même que c'est une cyclicité. Donc la notion de cyclicité n'a pas disparu du fait de ce surcroît informationnel. Autrement, on ne pourrait pas parler de cycle. Ben, il faut parler de cycle évolutif. Alors, un cycle évolutif, c'est une notion presque avec une spirale. Oui, mais cycle évolutif, ça veut dire quand même qu'on peut quand même percevoir des similitudes ou des analogies à certains moments de la spirale. Oui. Donc quand même, il y a des choses qui sont récurrentes, qui se perpétuent, oui, mais qui sont modifiées aussi. Voilà, mais parce qu'effectivement, il y a le moteur de l'évolution qui doit être alimenté. Oui, mais ce qui est intéressant sur le plan scientifique, quelque part, c'est aussi la mise en évidence de constantes. Une constante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui reste, une réminiscence. Si vous voulez, en l'occurrence, ce que tend à démontrer la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas d'élément de constante, il n'y a pas de constante. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de cyclicité. La cyclicité, tout dépend de la définition que vous avez, monsieur Weintraub, Jean-Luc. La cyclicité, quand on dit par exemple qu'il y a un cycle des saisons, c'est que les saisons reviennent. Il y a un cycle de la... Elles reviennent, mais elles ne reviennent pas à l'identique. Non, mais on les reconnaît quand même, on sait... On reconnaît parce que vous avez une image mentale qui vous permet de les reconnaître, oui, qui permet de faire des liaisons. Voilà. Mais en réalité, vous trouvez des points de corrélation, mais chaque saison qui passe, vous reprenez l'été suivant, c'est pas le même que celui que vous avez connu. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est exactement la même chose, ça c'est une construction mentale. Non, mais même cette construction mentale, elle est quand même, elle n'est pas complètement... À chaque instant, on change. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque moment, vous êtes une pulsation, vous changez. Oui. Donc vous ne pouvez pas comparer, ça c'est le mental qui nous fait comparer et qui nous crée, si vous voulez, cette liaison. Voilà, alors donc si vous voulez, je voudrais qu'on passe, peut-être un sujet bateau, distinguer entre science et technique. Parce que vous êtes plutôt dans le domaine de la science que de la technique finalement. C'est-à-dire qu'au niveau de la nature, les choses varient en permanence. Par contre, par exemple, quand on est avec des objets ou des outils, là, on peut créer une véritable régularité. Oui, la régularité, elle apparaît au niveau de la technique, alors qu'au niveau de la science, elle n'apparaît pas réellement. Parce que la technique, ça consiste à quoi ? C'est artificiel. Ça consiste, si vous voulez, à réduire le référentiel de telle manière qu'on retrouve à ce moment-là des paramètres qui sont stables. Oui. Et ça veut dire un alourdissement de la matière. Oui. C'est le collapse de Psi qu'on applique de manière fondamentale. Bon. Plus vous ralentissez, si vous voulez, le cycle de la lumière, plus vous avez de la lourdeur qui s'installe, plus vous avez de la matière qui s'installe, et plus vous avez de la stabilité qui s'installe. Oui. Voilà. Donc la technique, dans ce point de vue-là, elle consiste à trouver dans l'absolu, quelque part, des conditions stables. Et de créer ces conditions. De se mettre dans les conditions, dans ce référentiel stable, pour que la technique puisse s'appliquer. Voilà. Et donc le débat épistémologique, par exemple concernant l'astrologie, c'est de savoir si elle relève de la science ou de la technique. C'est-à-dire que si elle est quelque chose qui est directement issu de la nature, ou si c'est un artefact, quelque chose qui a été fabriqué, un outil qui aurait été fabriqué en se servant d'éléments cosmiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais... parce que la grande question est là. C'est-à-dire comment a été fabriqué. Bon, par exemple, nous, est-ce que nous sommes issus de la nature ou est-ce que quelque part nous relevons de la biotechnologie ? C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre du technologie qui a été mise en place. Comme par exemple, si on prend par exemple les systèmes des élections, les constitutions élaborent, fixent des calendriers, et ces calendriers, il faut qu'ils existent coûte que coûte, quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit ce qui se passe, ils sont là. Ce sont des éléments de fixité qui sont construits par les hommes et qui, eux, sont contre nature en quelque sorte. Viennent de la nature, mais sont
la pervertit, cette nature, et lui impose une régularité qu'elle n'a pas intrinsèquement. Bon ben, là, si vous voulez, moi je ne veux pas trop aller sur ce terrain-là parce qu'il y a différentes hypothèses. Hein, bon, il y a même des hypothèses extraterrestres. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans. Bah oui, parce que si effectivement nous sommes fabriqués par des extraterrestres, nous sommes le résultat d'une technologie. Voilà, donc là, effectivement, on peut avoir un logiciel de base, on va dire, et puis après, il y a des hypothèses comme ça, que pour l'instant on ne peut pas contester, ou on ne peut pas infirmer ou confirmer de manière absolue, on n'en a pas les moyens, en tout cas, à mon niveau on n'en a pas encore les moyens, qui consisterait à dire que le logiciel de base aurait pu être modifié par une dimension extraterrestre. Bon, ça reste une hypothèse, mais par exemple, acceptable. C'est également le travail de l'artiste, le sculpteur. Il se sert d'un matériau, mais il le transforme. Il le pervertit, ce matériau. Il va sortir le portrait de Rodin à partir d'un bloc de marbre, par exemple. Bon, c'est un peu ça le génie humain, c'est de transformer. C'est ce qu'on appellerait la seconde création. Il y a une création dans la nature, et puis l'homme aurait introduit une nouvelle création à sa façon. Oui, alors, pour ça, il se sert, si vous voulez, d'un point de transcendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste doit pouvoir rentrer dans une forme de transcendance pour pouvoir capter quelque chose et pour pouvoir l'intégrer dans la matière. Oui. C'est de la matière morte pour lui donner un sens particulier, une orientation particulière qui peut être connectée, ce qu'on appelle une connexion. Si on prend par exemple le langage utilise évidemment des éléments physiques, acoustiques, mais il en fait quelque chose de complètement structuré et quelque part figé. Ben non, la langue elle n'est pas figée. Non, enfin elle est quand même relativement figée, qu'on le veuille ou non. Non, regardez ce qui est en train de se passer. La langue change à toute vitesse. Oui, moi j'en ai fait l'expérience. Ah oui. J'étais à l'étranger récemment, j'étais à Londres. Bon, l'anglais qui se parle aujourd'hui et que j'ai entendu c'est pas le même. Oui, d'accord, oui. Enfin, l'anglais n'est pas de l'ordre de la nature, on ne peut pas non plus dire ça. Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est une entité vivante, hein, la langue. Oui, mais c'est une entité parallèle à la nature. Oui. Elle n'obéit pas aux mêmes lois que la nature. Et même si elle est marquée aussi par une forme d'évolution, l'évolution d'un outil, l'évolution d'un objet technique n'est pas du même ordre que l'évolution d'un phénomène naturel. Vous savez, vous avez 4 phases. Hein. Vous avez la phase de naissance, vous avez la phase de croissance, la phase de dégénérescence et la mort. Si vous intégrez, ça c'est le principe des Tao. Mais si vous prenez ces 4 éléments-là, vous pouvez les plaquer sur différents phénomènes. Une langue peut mourir. Hein. Il y a des langues qu'on appelle les langues mortes. Hein. Oui. Bon, donc la langue est aussi un élément vivant. Après, vous renvoyez la notion du vivant et du... Qu'est-ce que c'est être vivant? Ça nous emmène loin. Non, mais on peut s'amuser à ça. On peut dire effectivement que un outil peut mourir, un cheval peut mourir. On peut effectivement trouver des similitudes entre le destin d'un objet et le destin d'un phénomène. Si vous voulez, en physique quantique, on travaille au niveau inframoléculaire. Ah. Voilà. Quand on est au niveau inframoléculaire, est-ce que vous croyez qu'on fait la différence entre une mouche et un éléphant? Mais est-ce que vous faites la différence entre une mouche et une table? Parce qu'une mouche et un éléphant, ce sont des éléments du vivant. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opposition entre la table, la maison, et l'arbre et la forêt et l'éléphant. Mais l'arbre est vivant aussi? Oui, c'est ça, mais l'arbre n'est pas la table. Ah non, l'arbre n'est pas la table, mais... Ils peuvent brûler tous les deux, on est d'accord, il y a des choses qui peuvent faire... À partir du moment où la technique emprunte des éléments de la nature, ces éléments de la nature vont vivre selon les règles de la nature. Oui, donc si effectivement une table, une maison est construite en bois, même si ça n'est pas de la nature, le fait qu'elle est en bois va lui faire subir le même sort qu'un arbre ou qu'un champ qu'on va faire brûler. Oui. Le fait de brûler, par exemple, c'est un point, on peut aussi bien faire brûler un arbre qu'une maison. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la même chose. Oui, enfin ça c'est... Non, mais il ne faut pas non plus faire trop d'analogies de ce type.
Oui, parce que là, après, on peut dire tout et les. Non mais c'est vous, n'importe non, mais quoi. c'est vous qui le dites, parce que moi je ne dis pas que l'arbre et la table c'est la même chose. Non, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'à un moment donné, je me situe non pas dans un référentiel absolu et en rentrant dans des démarches trop précises. La science, elle a tendance à rentrer trop, la science classique, on va dire, dans l'analyse. Analyse, ça veut dire quoi? Anna, c'est la lumière. Lise, ça veut dire tuer la lumière. Donc on perd toute la dimension qui est derrière sous prétexte de vouloir couper. Vous savez, quand on coupe trop, quand on segmente trop, on perd l'essentiel. D'accord. Donc à un moment donné, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Il ne faut pas se laisser envahir par une segmentation excessive des choses. C'est tout. Après, on peut toujours, vous savez, c'est ce que disait Karl Popper, on peut toujours contester une théorie, tout est contestable. La falsifiabilité. Voilà, on peut toujours, voilà, c'est le principe même, on peut toujours, toute théorie n'est valable que tant qu'on n'a pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est plus des principes que moi j'ai mis en œuvre, que j'ai constaté avec certains matériels, avec certaines expériences, y compris sur le plan de certains soins, de déblocage, qui me confirment qu'effectivement ça fonctionne. À partir du moment où ça fonctionne, c'est un indice très fort que les bases qui sont en support de ces technologies, Oui, ça valide. ces techniques, ça les valide. Je ne dis pas que c'est une preuve absolue, mais c'est un élément fortement inducteur. Voilà. Oui, donc finalement, il y a cet aspect chez vous que vos travaux doivent être validés par une forme de guérison ou de traitement. Disons que moi, l'expérience me montre à travers des résultats, effectivement, que les principes qui sont en question fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent de manière opératoire. Il y a des effets réels, effectivement, avec des conséquences réelles, et qu'on ne peut pas expliquer simplement, de mon expérience personnelle, même si ça aide, avec l'effet placebo. Est-ce que vous prenez un exemple du type de guérison qu'on peut provoquer et obtenir par le système? Alors, par rapport à ce et qu'on ne pourrait pas obtenir autrement, par exemple? On ne peut pas programmer. C'est-à-dire on envoie des corrections, et c'est le corps, dans son ensemble, qui décide des corrections qu'il prend à un instant T ou qu'il est en mesure de prendre. L'information, il n'a pas l'habitude d'apprendre sous cette forme-là, donc il faut déjà qu'il se familiarise avec ce type d'information. Ensuite, il faut qu'il l'intègre et enfin, il faut qu'il l'assimile. Tout ça dans un processus dynamique et sur les différents corps. Et donc, à un moment donné, le corps va décider ou va... Qu'est-ce que de toute cette masse d'informations ou de corrections que je reçois, qu'est-ce que je suis en mesure de prendre ou qu'est-ce que je dois prendre dans mon intelligence? Et donc c'est lui qui décide. On peut aider par des intentions qu'on peut intégrer dans le système, on peut favoriser un certain nombre de choses, il n'en reste pas moins que c'est le corps qui décide en définitive de ce qu'il est en mesure de prendre. Oui. Donc on ne peut pas être dans un aspect programmatif comme le veut la médecine. Oui. La médecine classique, elle dit voilà, j'ai tel résultat, je donne un produit, statistiquement, il y a tant de gens qui, etc. Et on en déduit, si vous voulez, des logiques